Ces images ont fait le tour du monde. 50 millions d'internautes ont visionné ces retrouvailles exceptionnelles entre un lion et les hommes qui l'avaient élevé en Angleterre avant de le ramener à la vie sauvage en Afrique. Le fait que nous soyons des humains et lui un animal était sans importance. C'était incroyable. Ça a été le plus beau moment de notre vie avec lui, vraiment. Vous vous rendez compte que cette étreinte, il n'y a pas d'autre mot, c'est bien une étreinte d'amour. Ce lien extraordinaire se crée d'abord dans le Londres des années 60 au moment où deux amis achètent un lionceau. Il les adorait. À la façon dont il les regardait, on voyait de l'amour dans ses yeux. Il perdure après sa remise en liberté et son combat pour être accepté dans un clan de lions africains. Nous pensions qu'il allait le tuer. Son grand rival est devenu son meilleur ami et ce fut un tournant dans la vie de Christian. Mais commençons par le commencement. « 1969. Londres est la capitale mondiale de la mode, de la musique et de la pop culture. Le quartier très branché de King's Road est un véritable aimant pour les artistes et les voyageurs tentés par l'existence hédoniste de la ville. C'est là que John Randall et Ace Burke, deux amis universitaires arrivés d'Australie, sont venus faire leurs preuves. C'était un passage obligé, une sorte de rite. Les Australiens n'avaient que Londres en tête. C'était la Mecque, l'endroit où tout pouvait arriver. C'était passionnant et entraînant. C'était une époque merveilleuse. Nous connaissions de nombreuses personnalités. Vous pouviez voir les Rolling Stones circuler sur King's Road. À cette époque, vivre à Londres, c'était fantastique. Entre deux fêtes avec acteurs et rockstars, les Australiens fraîchement débarqués se rendent chez Harrods. Le célèbre magasin possède même un rayon zoo. Il y avait des tapirs brésiliens, des vautours, des chauves-souris, des ratons laveurs. On pouvait tout trouver chez Harrods, de l'épingle à l'éléphant. Oui, nous avons même déniché un éléphant pour un client. Yes. Hand-reared cubs, of course, because these are so very much tamer. En novembre 69, Harrods met en vente deux lionceaux. Martha, une lionne, et Marcus, à qui on donnera le nom de Christian. Les lionceaux viennent du zoo d'Ifracombe dans le Devon. C'est la 5e génération née en captivité. Regarder ces deux magnifiques créatures mises en vente a été un moment absolument incroyable. Christian avait une personnalité débordante. Il était carrément irrésistible. On s'est regardé et on s'est dit, d'accord, on va l'acheter. Dans les années 60, posséder un animal exotique était très à la mode et parfaitement légal. Ce n'est qu'en 1976 que la loi limitant les ventes des espèces menacées entre en vigueur. Harrods fait passer un entretien aux acheteurs potentiels pour s'assurer que les lionceaux seront entre de bonnes mains. John posait des questions pertinentes. Il voulait connaître tous les pièges. J'ai toujours su qu'il ferait ce qu'il y avait de mieux pour Christian. Ace et John passent le test de Harrods et achètent Christian le lionceau pour la coquette somme de 250 guinées, 5000 francs suisses d'aujourd'hui. Aucun des deux n'a la moindre expérience en matière de grands félins. En achetant Christian, les réactions ont été unanimes. Vous êtes devenu fou, c'est dangereux, vous êtes stupide, et tout ça va finir dans les larmes. L'idée ne semblait pas si absurde parce que c'était dans la mouvance du Londres des années 60. Les gens faisaient toutes sortes de choses excentriques. Leur premier problème est où garder leur nouvel animal de compagnie. Tous deux travaillent comme vendeurs chez Sophistocat, un magasin spécialisé dans les meubles en pin restaurés sur King's Road. Ils vivent dans l'appartement du dessus. Ils persuadent leur propriétaire de laisser Christian s'ébattre dans les sous-sols du magasin.
Il avait une énorme litière dont il faisait un usage religieux, comme un chat domestique. Au sous-sol, il y avait des meubles stockés pour être restaurés. Il pouvait grimper, ramper, jouer à cache-cache. Il avait beaucoup d'imagination, il était très fort pour inventer des jeux. Il vous traquait au milieu des meubles et faisait semblant que c'était vous qui vous cachiez. Il avait ainsi tout loisir de vous surprendre. Il aimait les jouets, mais il pouvait éventrer un ours en peluche en 2 secondes. Il aimait les corbeilles à papier. Il pouvait les mâcher, les déchiqueter, les porter sur la tête. Même la femme de ménage qui vient chaque jour voit son matériel transformé en jouet. Il pensait qu'elle était là pour donner une sorte de spectacle, parce qu'elle avait ses chiffons, ses balais, son aspirateur. Il posait ses pattes devant mon aspirateur, on jouait à tirer et à pousser, il volait mes chiffons, on s'amusait comme des fous. Elle n'avait pas peur de lui, pas le moins du monde. Et bien sûr, mes enfants à l'école disaient « Ne nous provoquez pas parce que notre mère s'occupe d'un lion ». Mais le terrain de jeu de Christian ne se limite pas au magasin. Ace et John le prennent souvent en visite chez des amis. Les amis avec lesquels nous avions quitté l'Australie vivaient dans un grand appartement à Queensgate. Il connaissait bien cet appartement, il allait et venait à sa guise. Il s'est rendu dans la salle de bain quand Robbie était dans la baignoire. Christian a posé ses pattes sur le rebord de la baignoire et il a commencé à boire l'eau du bain. Je me suis assise et lui ai fait un petit signe de la main en pensant que c'était mieux d'être amis. Je me suis dit que s'il finissait l'eau du bain, il allait commencer à avoir faim. Donc je suis devenue particulièrement nerveuse. Bref, à force de hurler, John a fini par arriver et l'a fait sortir. Mais j'ai vraiment eu peur. Christian grandit et le défi d'élever un lion en ville devient de plus en plus sérieux. À 6 mois, il dévore déjà 3 kilos de viande par jour. Le lion est un animal sauvage qui peut atteindre un poids de 200 à 250 kilos. Pour entretenir pareille corpulence, ils doivent manger beaucoup et assez régulièrement. Ils peuvent abattre une proie de la taille d'un gnou, ce qui va permettre à tout le clan de s'empiffrer jusqu'à s'en faire éclater la panse. Les gnous ne courent pas les rues à Chelsea, mais amis et admirateurs se donnent le mot pour aider à satisfaire l'appétit grandissant de Christian. Le chef d'un restaurant voisin lui apportait de la viande fabuleuse, qu'on regardait avec envie, des steaks énormes qui n'avaient pas été consommés ce jour-là, et de très gros os. Entretenir Christian coûtait très cher et nous nous demandions comment faire. C'est là que nous avons rencontré un photographe appelé Derek Catani. Il est arrivé et a commencé un travail sur la vie de Christian à Londres. J'ai dit, essayons de trouver quelques idées de reportage. Je me suis dit, Pâques approche, trouvons quelque chose en rapport avec Pâques et ses poussins. C'était une situation extraordinaire parce que nous pensions qu'il allait mettre sa grosse patte sur les pauvres petits poussins et que c'en serait fini pour eux. Mais tout s'est bien passé. Il était si doux. Nous avons reçu 30 livres pour la photo. C'était un bon plan. Ils ont décidé qu'il devait avoir un compte bancaire. Ils l'ont amené dans notre banque et le directeur lui a ouvert un compte sur lequel on pouvait verser de l'argent. Payer la facture de la viande de Christian n'est pas le seul défi. Un lion en pleine croissance a besoin d'exercice. Mais Ace et John savent que le laisser courir dans les parcs verdoyants de Chelsea pourrait provoquer une émeute. Tout au bout de King's Road, ils découvrent un cimetière muré appartenant à une église. Voilà qui ferait un enclos idéal pour l'exercice quotidien du lionceau. Ace et John persuadent le révérend Williamson, le responsable de l'église, de le laisser se défouler dans son cimetière. Mon père avait un sens de l'humour suffisamment développé pour laisser un lion courir sur des tombes. D'un autre côté, c'était aussi un grand naturaliste. Il pouvait comprendre le besoin de liberté d'un lion, plutôt qu'il reste enfermé dans un magasin ou une maison.
Ace et John l'ignorent, mais Christian n'est pas seulement en train de jouer. Il développe les qualités nécessaires à un lion pour survivre à l'état sauvage. Beaucoup de jeux que pratiquent des jeunes lionceaux, se traquer, se sauter les uns sur les autres, se battre, consistent en fait à apprendre comment il faut chasser. Il y a une part d'apprentissage et cet apprentissage est renforcé par le jeu. L'instinct de Christian se développe. Mais être élevé depuis 4 mois par Ace et John a créé des liens très forts. Il était dépendant de nous, mais il nous aimait en retour. Nous étions ceux qu'il avait de plus proches. Christian avait une telle personnalité qu'il faisait totalement partie de leur vie. Il était toujours en train de bondir sur eux, de mettre ses pattes autour d'eux, et eux faisaient de même. Il nous avait pris en affection. Il nous sautait dessus, s'asseyait sur nous. Il voulait être près de nous. Comme tout bon chat, il voulait s'asseoir sur vous quand vous lisiez le journal ou quand vous téléphoniez. C'était comme avoir un enfant. John et Ace étaient comme ses parents. Il les adorait. À la façon dont il les regardait, on voyait de l'amour dans ses yeux. Christian a maintenant 8 mois et il pèse 70 kilos. Ace et John réalisent que sa taille devient problématique. Il devenait trop grand. Et très vite, il est devenu trop gros pour que nous puissions le prendre dans nos bras si nécessaire. Nous étions préoccupés par l'avenir. Plus il grandissait, plus il risquait de provoquer de réels dégâts. Un jour, je revenais d'une soirée et je l'ai appelé comme j'avais l'habitude de le faire. J'étais en haut des escaliers. Il a grimpé les marches pour mettre ses pattes sur mes épaules, comme d'habitude. Il a glissé sur la première marche, a sorti ses griffes et a déchiré ma robe sur toute la longueur. Ma robe Biba, ma plus belle robe Biba. Mais il ne m'a pas fait mal. Je n'avais aucune marque de griffes. Je n'avais juste plus de robe, c'est tout. Un autre incident convainc Ace et John que Christian reste un prédateur, capable d'attaquer. Un jour, la ceinture en fourrure du manteau d'un client du magasin traînait par terre. Il l'a attrapée et j'ai voulu la lui retirer. Pour la première fois, il a baissé ses oreilles et s'est mis à gronder d'une façon très très féroce. Ça nous a terrifiés, John et moi. Il nous avait signifié très clairement « C'est moi qui l'ai, n'essaie pas de me l'enlever ». La croissance rapide de Christian met également ses séances d'exercice en péril. Christian devenait de plus en plus grand et les choses se sont compliquées à cause des visiteurs du cimetière. Je pense que mon père commençait à être mal à l'aise quant à la taille du lion et à la tournure des événements, et il a suggéré d'arrêter tout cela. Nous savions que le moment était venu d'accepter qu'il ne pourrait plus rester très longtemps à Londres. Christian a besoin d'un nouveau toit, mais les solutions n'ont rien de séduisant. Ace et John rejettent d'emblée les cirques et les zoos. Ils refusent de le voir vivre en captivité. Nous l'aimions beaucoup et nous ne voulions pas le trahir en le mettant dans un zoo. Nous ne pouvions pas lui faire ça. Nous devions trouver une solution, mais quoi? Nous n'en avions aucune idée. Ace et John désespèrent quand une rencontre inattendue change le cours des choses. Les stars de cinéma Bill Travers et Virginia McKenna se rendent dans leur magasin de Kings Road et se retrouvent nez à nez avec le lionceau. Ace et John saisissent l'occasion. Quand nous nous sommes rencontrés, ils ont dû penser qu'il y avait une chance à saisir. Ils ont demandé à Bill, « Nous cherchons un meilleur avenir pour Christian. Pouvez-vous nous aider ?» Il a répondu, « Accepteriez-vous de laisser votre lion retourner à la vie sauvage ?»
Joy Adamson's well-known story of life with the lions has now been brought to the screen. It was chosen for the Royal Film Performance Travers in et London. McKenna deviennent célèbres dans les années 60 avec le film Vivre libre. Il raconte la véritable histoire d'Elsa, une jeune lionne orpheline rendue à la vie sauvage avec succès. Les deux acteurs deviennent de farouches défenseurs des lions et sont toujours en contact avec l'homme dont le travail a inspiré le film. George Adamson est un spécialiste des lions. Il s'occupe d'orphelins comme Elsa et les prépare à affronter la vie sauvage. Son travail est controversé car certains experts estiment que la familiarité entre lions et humains n'est pas sans danger. Mais pour John et Ace, Adamson représente la meilleure opportunité de rendre à Christian sa liberté. Ils ont pris contact avec lui et il a dit « Quel défi passionnant d'essayer », il a insisté sur essayer, de réhabiliter un lion issu de la 5e génération en captivité. Elsa était née en Afrique et elle en connaissait les odeurs. Elle savait à quoi ressemblait une antilope. Christian, lui, ne le savait pas. C'était la solution idéale. Nous étions enchantés. Nous le privions ainsi d'une vie plus longue, plus sûre, mais confiné dans une cage. Nous n'avons pas hésité une seconde. Mais il reste un obstacle majeur. Ils doivent obtenir du gouvernement kényan l'autorisation d'importer Christian sur leur territoire. Les négociations s'annoncent longues et complexes. Il fallait remplir une montagne de paperasserie. Du côté du Kenya, la réaction a été en gros « Pourquoi voulez-vous introduire un nouveau prédateur dans notre pays? Nous avons déjà suffisamment de lions. » Christian grandit rapidement. Il lui faut un endroit plus grand et le plus vite possible. Virginia et Bill lui offrent une bouée de sauvetage. Le lionceau pourra séjourner dans leur maison de campagne de Dorking en attendant le verdict des Kenyans. Quand nous sommes arrivés, ça a été merveilleux. Il bondissait, mais il ne s'éloignait pas. Il marchait tout simplement, sans qu'on cherche à le guider ou à le contrôler. Il a été effrayé par un épouvantail dans le jardin. Il ne cherchait pas à s'enfuir, il voulait juste nous précéder, tout examiner et revenir vers nous pour se rassurer. Virginia et Bill ont construit un énorme enclos sécurisé dans leur jardin. Christian était manifestement ravi de ce déménagement à la campagne. L'environnement était différent et il aimait cet espace. Ace et John quittent leur travail et s'installent dans une caravane à côté de l'enclos. Ils savent que ces semaines sont les dernières qu'ils passent ensemble. Ils veulent profiter de chaque instant. Quand nous étions à la campagne, l'idée ne nous a même pas effleuré de le laisser seul sans nous. Christian était sous notre responsabilité. Nous ne voulions pas qu'il se sente abandonné. Nous avions un pacte avec lui. C'était un tel plaisir de pouvoir passer plus de temps avec lui, de le voir grandir et de le connaître encore mieux. Ils essayaient toujours de trouver des moyens de l'intéresser, de le stimuler pour qu'il ne s'ennuie pas. Nous allions très tôt le matin à West Wittering pour courir sur la plage avec un ballon. Quand il a mis ses pattes dans l'eau, il a détesté ça et il s'est enfui loin. Je me souviens de mon mari courant à toute vitesse en agitant un ballon ou quelque chose du genre. Mais Christian n'en voulait pas. Il voulait juste faire la course sur la plage. Et nous courions tout essoufflés derrière lui. Et nous nous sommes tous écroulés sur le sable. 4 semaines après le transfert de Christian à Dorking, il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement kényan. Ce retard signifie que bientôt l'enclos deviendra trop petit pour le jeune lion de 10 mois.
Parfois, il essayait de grimper par-dessus le grillage. Nous avons donc construit une sorte de surplomb pour l'empêcher de sortir. La situation ne fait que s'aggraver avec le temps. George Adamson, le légendaire défenseur de la vie sauvage, offre à Christian une place dans sa réserve au Kenya. Mais Ace et John commencent à craindre que les Kenyans refusent d'autoriser Christian à entrer dans leur pays. Nous avions peur que tout échoue. Nous étions très inquiets. Le rêve de voir Christian retourner à la vie sauvage devient de plus en plus incertain. Et sans possibilité de repli, c'est tout son avenir qui est compromis. Après 3 mois de négociations, le gouvernement kényan donne finalement l'autorisation. Le jeune lion part enfin pour l'Afrique. Nous l'avons conduit à l'aéroport de Heathrow. Nous lui avons donné un léger sédatif, comme les vétérinaires du zoo de Londres nous l'avaient recommandé. Je me rappelle, nous étions là et nous l'avons vu. Ensuite, ils ont mis quelque chose sur sa cage pour qu'il ne puisse plus rien voir. Ils l'ont soulevé avec une chaîne jusque dans la soute. On était pétrifiés. C'était effrayant de le voir embarquer dans la soute. Nous n'étions pas sûrs qu'il survivrait au voyage. En 1970, voyager de Londres à Nairobi est une véritable aventure. Il faut 15 heures à Bill Travers, Ace et John pour arriver en Afrique et rejoindre Christian. Ça a été un vrai soulagement de le voir de l'autre côté. Christian a réussi à gagner l'Afrique. Mais va-t-il y survivre? Cela ne dépend que d'un seul homme, George Adamson. Il était plus petit que ce que nous avions imaginé, très soigné, dans une saharienne couleur sable. Cet homme modeste est une personnalité respectée bien que controversée au Kenya. Ces pratiques pour rendre les lions domestiqués à la vie sauvage sont vues par certains comme un risque pour l'homme. George conduit Christian dans une partie désertique du pays, la réserve naturelle de Kora. C'est là qu'il compte fonder une nouvelle troupe de lions, dont Christian serait le centre. Nous étions en train de rouler. Christian était à l'arrière et j'ai vu qu'il devait faire ses besoins. J'ai dit, écoutez, monsieur Adamson, il faut qu'on s'arrête. Et George a dit, on est au milieu de nulle part. S'il s'enfuit, on ne le rattrapera jamais. Avec beaucoup d'assurance, nous avons dit, non, il ne va pas s'enfuir. Christian est sorti, il a fait ses besoins et je lui ai dit, ok, retourne à ta place. Et il a sauté dans la Land Rover. George était très impressionné. George a dit, c'est remarquable, je pense que tout va bien se passer. Vous pouvez m'appeler George. Et là, je me suis tourné vers Christian et je lui ai dit, oui, tout ira bien. Après un voyage de plus de 200 km, Ace, John et Christian arrivent dans la réserve de Kora, le nouvel abri de Christian dans la brousse. Ça a dû être extraordinaire pour lui de se retrouver propulsé dans un milieu totalement étranger. Le continent est nouveau, mais Christian, lui, ne perd pas ses habitudes de confort. La première nuit en Afrique a été réellement embarrassante. Ace avait une couchette et moi j'avais un lit de camp. Un lit ici, un lit là. Christian était au milieu. Et évidemment, il a dormi sur l'un des lits, avec un coussin. Lit, coussin, plus Ace, John et le photographe Derek à ses côtés, Christian se sent en Afrique comme à la maison. Il ne semble pas du tout intimidé par son nouvel environnement. Nous observions les réactions de Christian face aux crocodiles, aux hippopotames sortant la tête de l'eau. Il ne ressentait aucune agressivité à leur égard. Il pensait qu'ils faisaient partie du paysage. Leur apparente décontraction masque la réalité. Christian est encore un lion londonien en Afrique, ce qui l'expose à de graves dangers. Relâcher un lion dans la nature représente un réel défi. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la porte de la camionnette et de le laisser partir. Si vous faites ça, il a de grandes chances de tomber sur d'autres lions, de se comporter de façon inappropriée et de se faire tuer.
Le plan de George Adamson est de créer une troupe avec Christian et 2 autres lions. Catania, une petite lionne orpheline, et Boy, un mâle adulte né et domestiqué en Afrique. Mais ils doivent d'abord rentrer en contact. Une expérience totalement nouvelle pour Christian. Il pensait être le seul lion sur Terre. Et ça a été un choc d'en rencontrer un qui faisait 3 fois sa taille. La première fois qu'il a vu Boy, imaginez, il n'avait pas vu de lion adulte depuis son père. Et soudain, cet énorme lion est très en colère en plus. Pour Boy, Christian est une menace. Dans les troupes de lions, les plus jeunes essayent souvent d'usurper la place des plus âgés. Sa première réaction en voyant Christian a été très agressive et effrayante. Il sautait contre le grillage pour l'effrayer. Christian avait peur, et nous aussi, je peux vous le dire. Boy pesait à peu près 200 kilos, et le voir s'élancer contre un grillage à peine plus épais que celui d'un poulailler, c'était quelque chose. Christian était effrayé. Il se tenait derrière nos jambes et rugissait d'un air malheureux. Il avait vraiment peur. Mais Christian ne peut se cacher éternellement derrière Ace et John. Pour que le plan de George fonctionne, les 2 lions doivent se mesurer hors de l'enclos pour rétablir la hiérarchie. Un jour, George a dit « Bon, il faut y aller maintenant ». George, Ace, John et Christian ont grimpé sur le rocher sur lequel Boy était assis. Boy s'est levé. On aurait dit qu'il faisait le double de sa taille. Sa crinière avait gonflé. Il était vraiment effrayant. C'était réellement terrifiant de voir cet énorme lion descendre du rocher et donner une raclée à Christian. Vu la rapidité des mouvements, nous pensions qu'il allait le tuer. Mais heureusement, l'instinct du jeune lion se réveille. Christian rugissait, mais il se roulait sur le dos. C'est la position correcte de soumission à un lion adulte. Christian ne cherchait pas à s'échapper. Il savait manifestement que c'est comme ça qu'un lion doit se comporter. Combattre pour la hiérarchie au sein du groupe fait partie du comportement normal du lion. Boy n'a pas blessé Christian, mais il l'a remis à sa place. Boy a montré qu'il était le patron et qu'il restait le chef de troupe. Christian connaissait maintenant sa place et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. George Adamson est très satisfait. Sa première troupe de lions de Cora prend enfin forme. Pour Ace et John, le moment est venu de s'effacer. Nous avons vu que ça commençait à fonctionner, que nous devions nous retirer et transmettre à George la relation que nous avions avec Christian. C'était triste de le quitter, mais nous avons pensé, tu es à la bonne place, avec la bonne personne. Tu as vraiment de la chance. Le fait qu'il soit là-bas et qu'il aurait probablement un bel avenir provoquait chez nous un sentiment très positif, presque apaisé. La vie de John et Ace a été centrée sur Christian pendant plus d'1 année. Après 4 semaines au Kenya, il est maintenant temps de le laisser avec sa nouvelle famille. Il a suivi nos traces quand nous sommes partis et c'était triste. Le retour à Londres est difficile pour Ace et John, mais George Adamson leur envoie régulièrement des nouvelles des progrès de Christian. J'ai gardé toutes ces lettres. Il tapait sur sa vieille Remington tout ce qui se passait. Il nous envoyait toujours de bonnes nouvelles de Christian et Boy. Nous étions au courant de tout.
2 mois après leur départ, les nouvelles d'Afrique sont excellentes. Boy et Christian sont inséparables. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde et il leur arrive même de faire des escapades de plusieurs jours. Le lion africain apprend à son jeune comparse européen les règles de la vie sauvage. Mais la réserve de Cora n'est pas que le fief de Boy et Christian. Elle abrite des lions rivaux, source de danger. Boy et Christian étaient des mâles. Ils avaient toujours des problèmes avec les lions sauvages qui ne leur auraient jamais permis de prendre possession d'une partie de leur territoire. 8 mois après le départ de John et Ace, la troupe de Christian essaye de marquer son territoire. Mais un mâle dominant fait irruption. Un affrontement brutal blesse sérieusement Boy. Malgré les soins de George, cette attaque laisse de graves séquelles. Le caractère de Boy change et il devient une réelle menace pour les humains. Le 6 juin 1971, Boy retourne au campement où vivent George et son équipe et parmi eux, Stanley, son assistant. À proximité du camp, Boy attaque Stanley. La première chose que j'ai entendue, ça a été ce hurlement et ce rugissement. Ce hurlement d'humain et ce rugissement d'animal. George a saisi son fusil, il a vu Stanley dans la gueule de Boy. George n'a pas eu d'autre choix que d'abattre le lion. Stanley est mort des suites de ses blessures. Ça a été une terrible tragédie, une double tragédie. Ces nouvelles ont été dévastatrices. Toute la presse internationale a parlé des lions apprivoisés de George Adamson, des risques que son travail faisait encourir, plutôt que des aspects positifs. La mort de Stanley est une tragédie, une perte pour sa famille et pour George. Avec la mort de Boy, Christian perd son meilleur ami. Il reste des heures assis sur sa tombe. Il est désormais le seul mâle de la troupe de Cora. Tony Fitzjohn, un jeune homme de 25 ans amoureux de la vie sauvage, rejoint George Adamson. Il décèle la tristesse de Christian. Boy lui manquait. Et cela le rendait plus peureux. Boy n'était plus là. Il y avait toutes ces questions. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-il parti? Il y a toujours cette inquiétude, cette incertitude, cette incompréhension après la disparition de quelqu'un. Mais il faut se reprendre en main rapidement et continuer à vivre. La mort de Boy et la solitude de Christian préoccupent Ace et John. Ils décident qu'il est temps de retourner en Afrique. Comme dans toute famille, ils veulent apporter leur soutien à Christian, mais ils savent que cette fois, les choses seront différentes. Nous ne savions pas comment il nous accueillerait. Nous pensions que tout pouvait arriver, que c'était très dangereux et que tout cela se passait au fin fond de l'Afrique sauvage. Après une journée angoissante au campement, Ace et John se rendent sur le territoire de Christian. George y est le bienvenu, mais Ace et John sont presque des étrangers. Ils n'ont pas vu Christian depuis une année. S'ils sont perçus comme des visiteurs importuns, ils risquent d'avoir des ennuis. George est apparu au sommet de la colline, à une distance d'à peu près 100 mètres, avec Christian. Christian a marché tranquillement sur 10-15 mètres et il nous a regardés très attentivement. Nous pouvions le voir jauger la situation. Il a continué à marcher lentement dans notre direction. Le moment est arrivé
où nous n'avons plus pu y résister et nous l'avons appelé par son nom. C'est à ce moment-là qu'il a accéléré. Il était tellement excité, et nous aussi, vous n'imaginez pas à quel point. Le fait que nous soyons des humains et lui un animal était sans importance. C'était incroyable. Les effusions de Christian, Ace et John sont observées avec attention par les lionnes amenées à Cora 3 mois plus tôt pour agrandir la troupe. Elles aussi font bon accueil aux nouveaux venus. Tout à coup, nous nous sommes rendus compte que ces deux lionnes étaient là et qu'elles nous faisaient la fête. Elles nous poussaient, elles nous bousculaient. Il y avait ces lions que nous ne connaissions pas qui se pressaient autour de nous, Christian qui nous sautait dessus, George qui rayonnait. C'était un moment si plein de joie qu'il est difficile de trouver les mots pour le décrire. Tous, humains et animaux, nous ressentions que ce que nous étions en train de partager était très spécial. Il y avait une telle émotion pour nous tous. Nous savions que nous participions à quelque chose de vraiment extraordinaire. La famille londonienne de Christian se repose avec sa famille africaine, 2 lionnes et un lionceau orphelin. Ace et John sont convaincus que Christian a trouvé sa place en Afrique. Le quitter une seconde fois a été plus simple parce que nous savions que la réussite était totale. Il avait une relation merveilleuse avec George, un lien solide avec les 2 lionnes, et il était costaud. Rassurés, Ace et John rentrent à Londres. L'avenir de Christian est bien en Afrique. Mais un lion qui atteint l'âge adulte peut représenter une menace sérieuse pour ceux qui l'entourent. George nous a dit plus tard que l'adolescence était la période la plus dangereuse chez les lions et que c'était le moment où ils s'en méfiaient le plus. C'est à cette époque que Christian a sauté sur le dos de Tony. Il m'a plaqué au sol, a mis ma tête dans sa gueule, a roulé sur son dos et a commencé à me boxer avec ses pattes arrière. Il trouvait ça très drôle, donc il s'est mis à me secouer et puis il m'a lâché. J'étais vraiment effrayé. Il y avait cette énorme chose qui jouait avec moi comme si j'étais une poupée de chiffon. Il est venu tout près et je lui ai donné un coup de poing en plein sur le museau. Et ça a marché, il est parti. Pour lui, ça devait être une petite tape, parce qu'il était robuste. Christian est revenu quelques minutes plus tard pour me dire bonjour et faire copain-copain, mais j'ai refusé de lui parler jusqu'à la fin de la journée. Il n'a plus jamais recommencé, mais de temps à autre, je le regardais et je lui disais « Essaie de recommencer ». Et lui « Oh non, pas moi ». C'était bien. Ace et John continuent de prendre de ses nouvelles. George nous tenait au courant de ce qui se passait. Christian disparaissait pendant des mois et cherchait à établir son propre territoire, plus loin encore que Cora. Un an plus tard, nous nous sommes dit que ce serait bien de voir comment il s'en sortait. En juin 1972, John et Ace franchissent à nouveau les 5000 km qui les séparent du Kenya, dans l'espoir de revoir leur lion âgé maintenant de 3 ans. George nous a avertis qu'il ne viendrait certainement pas au campement. Mais nous pensions que cela valait la peine d'y aller et d'essayer de le voir.
Après 3 jours, Christian arrive finalement au campement. Évidemment, il est revenu. Et cette fois, il était très différent de l'année précédente. Il avait considérablement mûri. Il était beaucoup plus grand et il semblait dire « Vous voyez, je suis adulte maintenant ». Il était incroyablement beau, incroyablement charmant. Tous les lions l'aimaient, les humains l'aimaient. Il était extraordinaire. Il n'avait rien perdu de son charisme. Il était assis près de nous et tout à coup il s'est levé et il est allé s'asseoir plus loin. Nous étions sans doute devenus superflus pour lui. Du genre, j'ai ma vie de lion à mener. Christian est un beau lion adulte, mais il n'a rien perdu de ses coquetteries londoniennes. La dernière nuit que nous avons passée avec lui a été incroyablement drôle. Tout le monde était détendu et riait. Et lui, il était heureux d'être avec nous. On fumait des cigarettes, on buvait, on a passé toute la nuit à rire et à plaisanter. Et Christian qui faisait l'idiot. Il s'asseyait sur nous, sur la table, il nous interrompait sans cesse. Le lendemain, Christian est retourné vers les lionnes. Il était clair qu'il avait fait la fête toute la nuit avec ses potes. Là, il s'est retourné et s'est laissé tomber, comme s'il avait reçu une baigne, évanoui. Eh, les filles, j'en tiens une bonne. Nous sommes allés le voir la nuit suivante, mais il était parti. Nous pensions, il va revenir, nous aurons des nouvelles, l'histoire va continuer. Mais en fait, c'était la dernière fois. Il était parti et ne reviendrait plus. John et Ace n'ont plus jamais revu Christian. Il n'était plus dépendant d'aucun d'entre nous. C'était un succès énorme, il avait réussi. Nous avions l'espoir qu'il établisse son propre territoire, qu'il ait ses propres lionceaux, sa propre troupe, et qu'il ait une merveilleuse vie de lion. Christian, le lionceau de chez Harrods, a eu la chance de vivre comme un vrai lion d'Afrique. Sa vie sauvage a sûrement duré encore 10 longues années. John et Ace sont convaincus d'avoir fait le bon choix en lui rendant sa liberté. Ils ont publié leur livre « Un lion nommé Christian » qui raconte leur histoire. En 2006, une étudiante californienne diffuse pour la première fois sur Internet la séquence des retrouvailles. Et cette histoire devient immédiatement un véritable phénomène mondial. J'avais la conviction que cette histoire devait être vue. J'ai été surprise de ne pas la trouver sur YouTube ou sur Internet. Il n'y avait rien. À ce jour, cette séquence a été visionnée par presque 50 millions de personnes. Pourquoi pensez-vous que cette histoire est devenue si populaire sur YouTube? Ce qui frappe les gens, c'est le fondement très puissant de l'amour. C'est bien que cela sorte sur Internet pour créer une vraie prise de conscience. Je suis contente d'y contribuer. C'est un cadeau au monde, nous le voyons comme ça. C'est époustouflant de penser que 50 millions de personnes ont vu cette vidéo. Et nous sommes épatés qu'on puisse l'exploiter avec autant de bonne volonté et d'intérêt. Je pense que tout cela signifie quelque chose. Je pense que c'est un appel d'Afrique de Christian, 40 ans après. S'il a pu éveiller nos consciences à la nécessité de protéger les espèces en voie de disparition, quel merveilleux héritage il nous aura laissé. Thank you, Christian.